je t'ai dit que progressistes ou traditionnalistes, nous étions condamnés à l'échec dans nos tentatives de reconstruire une nouvelle maison sur les ruines de l'ancienne. Voyons quelques exemples. À l'extrême du progressisme, on trouve des gens qui ont pleinement accepté la corruption morale profonde des antiques récits qui soutenaient l'ancien monde. Ils se font appeler woke, éveillés. Ce sont les héritiers de l'enfant curieux qui avait dénoncé l'état de la vieille maison. Ils ont poursuivi son diagnostic jusqu'au bout. En particulier, ils ont dénoncé la séparation entre sexe comme une construction sociale et l'ont remplacée par la notion de genre. Non, Dieu n'a pas créé les humains comme mâles et femelles. Ce mythe dissimule les rôles sociaux attribués aux uns et aux unes, si je peux parler ainsi. Les garçons doivent être forts et ne pas avoir peur de la confrontation violente, parce que le monde est une compétition féroce et seuls les plus forts survivent. Les garçons sont virils et apprennent à ignorer leurs sentiments. Les filles apprennent dès leur plus jeune âge à s'occuper du ménage et des enfants. Mais en réalité, le sexe ne détermine pas le genre, et de nombreux cas prouvent qu'il n'y a pas correspondance directe entre le sexe et le genre. Les individus naissent femmes dans un corps d'homme ou hommes dans un corps de femme. D'autres individus sont attirés sexuellement par des individus du même sexe. Et il y a aussi des personnes nées sans sexe ou avec les deux. Il n'y a là aucune violation d'une loi divine. C'est comme ça. Un point, c'est tout. Et ce ne sont que quelques exemples du fossé qui sépare la notion de genre de la notion de sexe. L'Ancien Monde était d'une intolérance crasse envers tout ce qui pouvait écorner le mythe du déterminisme sexuel. Et longtemps, il s'est acharné contre tous ceux et toutes celles, et là je parle selon le critère du genre, qui n'entraient pas dans les deux seules cases permises. Les individus non conformes étaient sacrifiés à cet ordre sexuel. Et la plupart du temps, leur vie se résumait à l'enfer sur terre. La réaction à cette injustice a pris des formes militantes, avec l'exigence, par exemple, de revoir l'usage classique des pronoms. Arrêter de tout ramener à « il » pour ceux, celles qui avaient des organes sexuels masculins, « elle » pour ceux, celles qui disposaient d'organes sexuels féminins, et même inventer de nouveaux pronoms pour « ciel », bon, ça pourrait être un exemple de nouveaux pronoms, qui ne se classent dans aucune des deux catégories. Autrement dit, il faut extirper la violence sacrificielle jusque dans le langage. Eh bien, les boucs ont raison. Nos langues reflètent la violence sacrificielle de l'Ancien Monde. C'est une indication de plus que le sacrifice imprégnait absolument tous les aspects de la vie sous l'Ancien Ordre. Mais la question est de savoir s'il est sage et réaliste de réformer le langage en l'expurgeant de cette violence. La métaphore de la maison éclaire cette question. Réformer le langage pour le rendre non sacrificiel revient à le détruire. La violence sacrificielle l'imprègne profondément dans son vocabulaire, dans ses règles grammaticales et ses expressions idiomatiques. Il faudrait pratiquement construire une nouvelle langue en repartant de zéro. Et il y a un autre problème. Que faire de la monumentale production culturelle passée qui utilisait ce langage? Le wokisme est tenté par la censure, l'éradication de ces traces d'un passé reni, comme on a pu le voir aussi dans la destruction des statuts d'esclavagistes. Le problème ne se limite pas aux pronoms, ni même au langage. Le politiquement correct du progressisme a pour objectif inconscient l'effacement de l'ancien monde, le reniement de notre histoire, sans se rendre compte qu'en la matière, le remède pourrait s'avérer bien pire que le mal. Pouvons-nous vivre sans racines, sans généalogie, même si elles sont violentes? Il suffit de lire un texte écrit en appliquant toutes les règles existantes d'une réforme anti-sacrificielle, et encore je suis convaincu que ce n'est qu'une partie des réformes qu'il faudrait mettre en œuvre, pour constater le problème. C'est laid, quasi illisible, incompréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas les nouvelles règles. C'est artificiel. C'est un autre exemple du problème auquel nous sommes confrontés. La destruction de l'ancienne maison, en l'occurrence la langue, nous oblige à en construire une nouvelle qui a le plus grand mal à tenir debout, parce que nous avons renoncé à la bâtir sur des fondations solides. De l'autre côté du spectre idéologique, on entend partout le mot « liberté ».
qui semble bien être devenue la valeur ultime, la valeur absolue. C'est assez déconcertant. L'Ancien Monde ne se caractérisait pas par un respect particulier de la liberté. Au contraire, le conformisme à la norme collective lui correspondait beaucoup mieux, me semble-t-il. Il y avait très peu de liberté individuelle dans l'Ancien Monde. Ceux-là même qui prônent la liberté ne sont pas les derniers à vouloir censurer les discours de leurs opposants idéologiques, comme on le voit, par exemple, dans les bibliothèques des écoles dans les États traditionnalistes aux États-Unis. On confond généralement cette exigence de liberté avec la volonté de se passer des institutions de l'État. Mais ce qui horripile les conservateurs, c'est surtout que ces institutions et cet État sont aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, largement composés d'enfants curieux, largement construits sur l'idée que seul le progrès pourra permettre de construire une maison solide pour remplacer l'ancienne ruine. La seule liberté qu'ils demandent, en fait, c'est de pouvoir prétendre reconstruire la ruine à l'identique, y compris les cache-misères et les artifices qui en dissimulaient la pourriture structurelle. Cette liberté, c'est un mélange de croyances dans le mythe de l'individu roi, c'est une croyance qu'ils partagent d'ailleurs avec leurs ennemis, et un refus viscéral de l'idée de progrès. On remarquera qu'une caractéristique commune de ces deux extrêmes, c'est le totalitarisme. Le nouveau langage non sacrificiel prôné par les woke ressemble étrangement à la novlangue du roman dystopique de George Orwell, 1984. Ces règles consistent à expurger l'ancienne langue de tout ce qui peut offenser la pensée dominante. Il est imposé sans discussion possible. Il implique la censure de tout ce qui utilise l'ancien langage, la culture, autrement dit. De l'autre côté, la censure vise à éliminer tout ce qui a été accompli par l'enfant curieux, de façon à pouvoir rétablir l'ancienne maison dans l'illusion que ses défauts n'ont jamais existé. Et là non plus, aucun compromis possible. Aucune de ces tentatives d'échapper à la crise n'est viable. Ce sont deux idéologies chimériques, et leur succès montre assez à quel niveau de panique et de désespoir nous sommes rendus. Visiblement, un grand nombre d'entre nous sont prêts à adhérer à n'importe quoi, plutôt que d'admettre la réalité de la crise. Nous avons détruit l'ancienne maison et nous n'avons rien à mettre à la place.